Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct, j'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année 2017 et on la commence avec Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour et bonne année. Alors, bonne année, vous êtes députée européenne et surtout soutien de Vincent Peillon, candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire des 22 et 29 janvier. Pourquoi vous vous engagez derrière Vincent Peillon et est-ce que vous pourriez nous décrire finalement son positionnement, le but de cette candidature surprise? La surprise, elle est surtout liée à la décision de François Hollande et il a exprimé Vincent Peillon de façon très claire. Le soir où le président de la République renonce à se présenter à un deuxième mandat, Vincent Peillon juge qu'il y a un espace pour à la fois être critique sur un certain nombre de politiques menées, mais aussi montrer qu'il y avait un sens à l'action et qu'on ne pouvait pas être dans une critique permanente et frondeuse des politiques menées. Donc je crois que ce qui s'exprime à ce moment-là, c'est une vraie volonté social-démocrate, de gauche, assumée, centrale au sein de la gauche et des écologistes, pour donner un nouveau sens à la construction de la France et de l'Europe. Donc en gros, c'est dire, je me place pile entre Valls et sur l'aile gauche, Montebourg et Hamon. Je ne sais pas si l'intérêt, c'est de trouver des équilibres comme ça. Je pense qu'il a envie de défendre ses idées, ce qu'il fait depuis longtemps dans la vie politique. Ça n'est pas un nouveau-né de la politique. Donc je crois qu'il avait envie d'exprimer une suite à cet engagement. Et le fait que François Hollande ne se présente pas était effectivement cette capacité-là à défendre ses idées social-démocrates et réellement ancrées à gauche. Sa candidature, d'ailleurs, ça ressemble un peu finalement à une synthèse de François Hollande, époque Solferino, quand il était premier secrétaire du PS. Oh, j'aime pas beaucoup les retours vers le futur comme ça. Bah, pourtant, c'est une primaire de retour vers le futur. De la même manière, il se place presque comme l'héritier de Jospin. Il y a un regain d'amour. Il y a une référence et je vous assure qu'effectivement, elle est très profonde chez lui. Elle est aussi également profonde chez moi, dans cette espèce de conduite de l'État telle qu'elle a été exprimée à ce moment-là. Mais ça, c'était les années 90. Nous sommes dans une époque différente, nous sommes dans un monde différent qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup durci, où il y a beaucoup plus d'inquiétudes et beaucoup plus de risques. Et donc, maintenant, il faut effectivement passer à une autre étape. Je ne pense pas qu'il soit un candidat du passé. Au contraire, il veut incarner l'avenir. Il y a cette référence à Jospin. Pour l'opinion publique, Jospin, c'est aussi le 21 avril 2002. C'est un scénario qu'on pourrait revivre cette année, en 2017. En quoi Vincent Peillon peut l'empêcher, ce Front National au second tour contre le candidat de la droite? En quoi c'est le mieux placé pour l'empêcher? En étant rassembleur, et c'est dans ce sens-là qu'il positionne sa candidature. Je pense qu'il fait partie, parce qu'il est moins clivant que d'autres candidats au sein de Vous pensez à qui est moins clivant que d'autres? Moins clivant, par exemple, que Manuel Valls, c'est un fait. Et je pense que lui-même aussi assume ce côté clivant quand il présente un certain nombre d'idées. Je pense qu'il est en capacité, donc, Vincent Peillon, d'aller au-delà du cercle strict du Parti socialiste, d'aller rencontrer les radicaux de gauche, les écologistes, pour justement être en situation d'éviter le pire. Le pire étant, selon moi, d'avoir à choisir entre une droite extrême et une extrême droite. Sa candidature, elle semble vraiment destinée à barrer la route à Manuel Valls. Les rares critiques qu'il peut émettre sur le quinquennat de François Hollande, elles concernent finalement l'action de Manuel Valls, puisqu'il parle de la position contre les réfugiés, contre l'accueil des réfugiés, de la loi travail qui a bouleversé la hiérarchie des normes. Il parle d'abord et avant tout d'un sujet qui a été très clivant, qui est la déchéance de nationalité. Je pense que ça n'était pas le moment, ça n'est pas le moment du tout d'évoquer cette question. Et en plus, ça a fracturé concrètement notre société. Je pense que ça a éloigné un certain nombre de nos compatriotes de ces idées de gauche qui étaient ancrées à gauche et qui n'avaient pas du tout envie de voir cette idée développée. Donc oui, il critique un certain nombre de faits, il assume cette critique, mais il assume aussi la volonté d'avoir travaillé sur des enjeux. Par exemple, les seules erreurs du quinquennat de François Hollande, elles sont imputables à Manuel Valls? Il est finalement le responsable dans ces de 6 cette minutes, situation. J'aimerais, Monsieur Terra, qu'on aborde aussi les questions de fond et pas seulement le positionnement par rapport à Manuel Valls, parce que ça n'est pas le sens de la candidature de Vincent Peillon. Donc, si vous voulez, on passe peut-être aux questions de fond. Non, mais juste, est-ce que Manuel Valls, pour vous, est le seul responsable, finalement, de l'échec du quinquennat?
Alors d'abord, je ne suis pas sûre qu'il y ait un échec complet du quinquennat, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a dans un ce qui président s'est qui ne se passé... représente pas parce Oui, qu'il se mais parce considère qu'il avait en pris un situation certain nombre d'échec. d'enjeux, dont sur la question du chômage, et que l'inversion de la courbe du chômage est intervenue et intervient trop tard. Donc il en tire effectivement les conséquences et il tient compte de l'opposition d'une partie importante de la population française. Donc je pense que c'est plutôt responsable et honnête de sa part. Donc franchement, on ne va pas passer le réveillon, même s'il est passé, sur ce qui fait partie des oppositions entre Valls et Peillon. Franchement, parlons d'autre chose. Eh bien, parlons du fond, justement. Vincent Peillon, c'est un peu le candidat Père Noël. Il promet beaucoup de choses. Baisse du déficit public, un grand plan d'investissement européen, un bouclier fiscal pour les plus modestes, plus de moyens pour les compétences régaliennes de l'État, éducation nationale, justice, armée, police. Ça semble pas très réaliste quand même, tout ça. Ah, mais moi je trouve par exemple, vous avez évoqué la question du plan d'investissement européen, moi je trouve que c'est particulièrement réaliste. On a déjà fait cet effort collectif. Sous la pression du Parlement européen, la Commission a effectivement mis en route ce qu'on a appelé le plan Juncker. C'est la même chose qui est proposée, mais en étant amplifiée. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de réaliser des projets, des dispositifs qui ne pouvaient pas voir le jour simplement par la force des crédits en France. Donc ça accompagne un certain nombre de dimensions sur la construction, sur l'équipement, sur l'aménagement, sur la transition écologique. Tout cela est possible, effectivement, et tout cela peut être mis en perspective. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ne va pas claquer des doigts et sortir de la banque 1000 milliards d'euros, mais il faut trouver l'accompagnement avec les banques, avec les États, pour justement créer suffisamment de force à cet investissement. Et je crois que c'est possible. La France, d'ailleurs, dans ce premier plan Juncker, ce premier plan européen de 315 milliards, a été une des bénéficiaires majeures de cela. Donc je crois que ça se fait aussi sentir dans le contexte français qu'il y a ce besoin d'investissement et ce besoin d'investissement sur des projets très concrets. On arrive à la fin de cet entretien sur TLM, mais on le continue tout de suite sur lyoncapital.fr. Sylvie Guillaume, vous avez évoqué ce premier plan Juncker, la volonté d'en faire un deuxième. Vous dites qu'il y a eu des effets, ils sont globalement pas suffisants quand on voit la situation économique du pays aujourd'hui. Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut quelque chose de complet. On ne peut pas juste compter sur l'Europe quand ça arrange. Ce plan, Vincent Peillon le propose, 1000 milliards, mais il est tout seul dans son coin à le proposer. Il n'a pas l'accord des autres pays membres de l'Union européenne. Vous avez noté qu'il n'est pas encore président de la République. J'ai noté. Peut-être que ça viendra, et je l'espère. Et donc c'est une promesse gratuite. Non, mais les promesses, elles sont toujours gratuites. Promettre 1000 milliards gratuitement, c'est sympa. Non, ça n'est pas une promesse. C'est un engagement, c'est une priorité, c'est une direction. Moi, je me méfie des promesses. Vous savez, ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, il y a plein de gens qui ont fait des promesses et il y a plein de gens qui, d'un seul coup, en étant élus, je ne sais pas si vous voyez de l'autre côté de l'Atlantique à qui je fais allusion, sont en train de revenir sur leurs promesses. Donc la question des promesses, c'est un faux sujet. Ce qu'il faut, c'est donner des directions et des priorités. Et cette priorité de prendre la France dans un contexte européen, dans un ensemble continental, parce qu'on ne me fera pas croire à moi, mais d'ailleurs à plein de gens, qu'on peut agir en étant entre soi sur le territoire national seulement. C'est à cette échelle continentale qu'on peut agir. Et c'est ce sens-là qu'il faut donner cette priorité à l'investissement et au développement, à la transition écologique, à la question du numérique. Tout cela est possible et en ayant à la fois l'énergie et puis cette jugeote, cette recherche, ce développement que je crois il est en mesure de porter. Globalement, si on revient après sur le plan national, il y a des baisses d'impôts, il y a plus de moyens finalement pour la fonction publique, on continue de réduire le déficit de l'État. Là, pour le coup, on a l'impression qu'on propose de raser gratis et qu'on est dans ces promesses pas réalistes. Il faudra chiffrer les choses. Ce que j'ai entendu, et d'ailleurs j'avais un doute, globalement, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour écrire un programme. Effectivement, mais donc c'est François un peu Hollande bâclé, ne faut sait pas pas. trop y croire. Non, ça n'est pas bâclé. Ça va se préciser. Non, pas du tout. Soyons clairs. Si aujourd'hui nous avons les choses parfaitement chiffrées, claires, établies et sans possibilité de les préciser, moi ça je n'y crois pas. Je n'y crois pas, parce que forger un projet, ça se fait collectivement, ça se fait avec des apports différents, avec des mentalités différentes, avec des appréciations, des sensations différentes sur les sujets. Donc il faudra préciser les choses. Le sens qui est donné à cette poursuite de la réduction des déficits, c'est effectivement d'être crédible sur le plan européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement raser gratis et se dire finalement on va laisser filer les déficits, on va faire en sorte que la dette s'accumule et finalement on verra bien ça dans les générations futures. C'est ça le sens qui est donné, c'est effectivement de ne pas raser gratis. Mais est-ce qu'à 4 mois de l'élection, c'est bien sérieux d'avoir un programme finalement aussi flottant? Mais il va se préciser.
d'abord, il n'est pas flottant sur beaucoup de sujets. Il est même d'ailleurs, je vous l'accorde, un peu trop précis sur certains sujets. Mais passons. Mais il va se préciser. Et c'est justement ce travail central dans lequel il est, de recherche d'alliances, de signes donnés à nos collègues au sein de la gauche, c'est ça qui va faire le programme futur. C'est ça qui va nourrir notre réflexion collective. Ne faisons pas en sorte d'imaginer, ou n'essayons pas de vendre aux Français un programme complètement bouclé. Ça n'existe pas à ce stade et ça va se construire dans les mois qui viennent. Il y a 2 points particuliers qui sont assez flous par rapport à l'attente des Français. L'emploi, où il dit sert à rien de promettre le retour du plein emploi, ça n'arrivera pas. Je préfère pas prendre d'engagement chiffré. Et aussi la thématique de l'identité qui travaille la société française, et on le voit à chaque élection. Sur ces points-là, on l'a assez peu entendu. Sur ces points-là, il a proposé, notamment sur la question du travail, quelque chose d'assez concret, je crois, qui est de faire en sorte que le CICE, ces fameux montants qui viennent, soient conditionnés. Vous l'avez encore là, le CICE? Je l'ai un peu là, oui, effectivement, parce que je pense qu'il n'était pas suffisamment conditionné dans ce dialogue avec les entreprises. Et je fais d'ailleurs cette distinction entre les grands groupes et les plus petites entreprises qui ont besoin d'être beaucoup plus soutenues. Et d'ailleurs, cela fait partie du programme de Vincent Peillon sur la question des petites entreprises et des entreprises à taille individuelle. Donc, il y a ce travail sur la conditionnalité des aides, parce qu'il faut se placer dans la perspective d'un monde qui change, et le travail change. Il sera demain très axé sur les questions du numérique, sur la recherche, sur le développement. Et donc, il faut pouvoir former les gens, faire un capital tout au long de la vie, avec une transférabilité des droits à la formation. Et je crois que cela, c'est de nature à donner des perspectives et à changer le rapport au travail. Sur les autres questions, les questions d'identité, on a un peu focalisé sur la question de la laïcité. Et moi, je voudrais dire que Bouclier ou je suis... alors, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Parce que j'aimerais bien que, et c'est peut-être un des rares points d'accord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, qu'on laisse aussi ceux qui ne croient pas un peu tranquilles. Moi, je ne suis pas croyante et je n'ai pas très envie de passer ma vie à avoir à commenter des actions qui ont lié à la religion. C'est une affaire privée, parfaitement respectable, mais privée, mais que chacun soit dans le domaine privé. Une dernière question, la question subsidiaire. Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de sa candidature? Est-ce que, si jamais le résultat des primaires n'était pas conforme à vos souhaits, vous pourriez vous porter vers lui? Vous dites qu'il faut transcender notre camp. Est-ce que ça peut être lui qui peut le faire? Emmanuel Macron a développé un certain nombre d'idées intéressantes, notamment sur les questions européennes. Il a d'ailleurs été assez présent. Il nous a rendu visite au Parlement européen plusieurs fois, et notamment sur les questions industrielles. Il a su trouver des contacts qui n'étaient pas évidents a priori, avec des personnes et des élus qui ne semblaient pas naturellement dans sa sphère d'influence, et trouver un certain nombre de réponses et montrer une volonté. Donc de ce point de vue-là, ces idées sont intéressantes. Mais vous ne trouverez aucun homme politique et aucune femme politique qui vous disent qu'elle a déjà perdu une élection. Et donc, pour l'instant, je me place dans une perspective où Vincent Peillon la gagne. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume, d'avoir répondu à nos questions. Et à notre invitation, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Au revoir.